Bonjour, on va commencer ensemble une série de vidéos portant sur les bases du traitement de signal. Cette première vidéo concerne le premier chapitre, à savoir l'analyse des signaux périodiques via les séries de Fourier. Puisqu'il s'agit d'un module portant sur le traitement de signal, comme on a dit, on va commencer par définir tout d'abord c'est quoi un signal, puis décrire certains éléments de classification. Ensuite, on donnera une idée sur les chaînes de traitement de l'information avant d'expliquer en détail la différence entre la représentation temporelle et fréquentielle d'un signal. Enfin, on va montrer comment analyser un signal dans le domaine fréquentiel via le développement en série de Fourier pour conclure avec l'identité énergétique de Perceval. Donc, c'est quoi un signal? On peut le définir comme la représentation physique d'une information à transmettre ou encore comme le support qui va servir à véhiculer cette information. Dans notre cas, on va s'intéresser essentiellement aux signaux temporels, c'est-à-dire qui évoluent en fonction du temps. Par exemple ici, un signal qui représente un enregistrement des vibrations sismiques ou encore un signal électrocardiogramme ou ECG qui représente les impulsions électriques à l'origine des impulsions cardiaques de notre cœur. Ou encore dans cet exemple, lorsque je parle, l'onde acoustique est convertie par le microphone en un signal électrique qui est représenté ici, qui représente l'image de l'information sonore qui est transmise. Donc ce signal électrique qui est représenté dans le domaine temporel, on peut aussi le représenter par son contenu fréquentiel. Ainsi, ce logiciel me permet de tracer ou d'afficher le spectre ici fréquentiel du signal, c'est-à-dire les différentes fréquences qui sont contenues dans ce signal sonore. Cette nouvelle notion de spectre sera abordée en détail dans notre cours d'aujourd'hui. Les signaux peuvent être décrits selon différents types de classification. On commencera par la classification phénoménologique qui prend en considération l'évolution du signal en fonction du temps. On distingue ainsi deux principales catégories de signaux. Les signaux déterministes et les signaux aléatoires. Alors un signal déterministe est un signal dont la valeur à chaque instant peut être définie par une expression mathématique. Dans cette catégorie, on distingue les signaux périodiques et non périodiques. Un signal périodique est constitué, comme on voit ici, d'un motif. Ici, c'est une onde de scie qui se répète régulièrement. La durée de ce motif s'appelle période T, en secondes, auquel bien sûr on peut associer une fréquence qui est l'inverse de la période et qui s'exprime en Hertz. Il est à noter que les signaux continus constants entrent dans cette catégorie et sont considérés comme des signaux périodiques avec une période infinie, une fréquence nulle. Alors, un signal non périodique, comme on voit ici, en bas, quant à lui, est un signal transitoire dont l'existence ici est éphémère, donc comme un signal sinusoïdal qui est amorti, donc c'est une existence éphémère, il n'y a pas de période. Alors, la deuxième catégorie des signaux, ce sont des signaux aléatoires. Alors, ces signaux aléatoires sont des signaux dont l'évolution temporelle est imprévisible et ne peuvent pas être décrits mathématiquement par une expression, mais plutôt par des observations statistiques. Parmi ces signaux aléatoires,
on distingue des signaux aléatoires stationnaires et les signaux aléatoires non stationnaires. Alors, les signaux aléatoires stationnaires, ils ont des caractéristiques invariantes dans le temps. Donc, comme le signal qui est en rouge ici, et qui sont nommés en général du bruit. Ça veut dire un signal qui est invariant dans le temps et qui va affecter un autre signal. Donc, ça entre dans la catégorie des signaux aléatoires stationnaires, appelés communément bruit. Il y a aussi des signaux aléatoires non stationnaires, qui sont des signaux dont le comportement varie en fonction de l'information transmise, comme par exemple l'enregistrement sonore de ma voix réalisé au début de la vidéo. Donc ça, c'est pour la classification phénoménologique. Alors, dans la classification morphologique, qui est la deuxième catégorie qu'on va aborder, il y a deux paramètres à prendre en compte. Le temps, qui permettra de faire la distinction entre des signaux à temps continu, c'est-à-dire des signaux continus qui sont définis à n'importe quel instant T. Et la deuxième catégorie, ce sont des signaux à temps discret, définis par un nombre d'échantillons bien définis dans le temps. Donc ça, c'est le premier paramètre, c'est le temps. Donc on va distinguer ici, je m'excuse, on va distinguer la partie continue et la partie discrète. Le deuxième paramètre, c'est l'amplitude. Alors là aussi, elle peut être continue ou discrète. Alors discrète, ça veut dire quantifiée. On retrouve ainsi, en se basant sur ces deux paramètres, 4 formes de signaux spécifiques au système de traitement numérique qu'on va voir après. Alors, ces 4 types de signaux sont les signaux à amplitude étant continus, c'est-à-dire l'amplitude et le temps sont continus, les signaux analogiques. C'est-à-dire à n'importe quel instant t, on peut retrouver une valeur analogique correspondante au signal x de t. Première catégorie. Deuxième catégorie, signal à amplitude continue, mais à temps discret. On les appelle des signaux échantillonnés. Donc c'est-à-dire de temps discret. Donc on n'a pas une valeur x de t pour n'importe quel instant t, mais on a plutôt des périodes d'échantillonnage, et au bout de chaque temps d'échantillonnage TE, on peut prélever un échantillon. Donc ça veut dire le temps il est discret. Alors comment on obtient ce signal? Donc il est obtenu à l'aide d'un circuit échantillonneur-bloqueur et il est utilisé par les convertisseurs analogiques numériques pour obtenir après, on va voir, un signal numérique. Alors la troisième catégorie, ce sont les signaux numériques, c'est-à-dire signal à amplitude discrète et à temps discret. Donc, ce cas correspond en réalité à une suite de nombres, donc une suite de nombres numériques codés sur n bits ou 8 bits, 16 bits et qui sont utilisables pour le traitement numérique. Alors, la quatrième catégorie, ce sont les signaux à amplitude discrète, donc l'amplitude est discrète, et temps continu, donc ce qu'on appelle des signaux quantifiés ou numériques maintenus. Ce signal correspond à celui qui est obtenu ou fourni à la sortie d'un convertisseur, cette fois numérique analogique. Donc il peut servir pour commander par exemple des actionneurs via un traitement numérique. Donc alors on va reprendre en détail la différence entre ces 4 types de signaux dans la partie traitement numérique du signal. Alors maintenant, on va passer à la définition du bruit, qui est une catégorie de signaux, comme on a dit, qui sont considérés des signaux aléatoires. Donc, alors le bruit, il est défini comme tout phénomène perturbateur pouvant gêner la perception ou l'interprétation d'un signal. Donc, ça, sa définition. Mais la notion de bruit est relative. Elle dépend souvent du contexte. Prenons cet exemple. Pour le technicien en télécommunication, donc l'onde d'un satellite, c'est le signal utile qu'il va recevoir et qu'il va transmettre, par exemple. Mais les signaux provenant d'une source astrophysique, comme le soleil ou je sais pas, donc ça c'est du bruit. Mais maintenant,
si on voit les choses du côté d'un astronome ou quelqu'un qui va faire de l'astrologie, pour lui, l'onde d'un satellite, c'est du bruit. Par contre, les signaux provenant d'une source astrophysique, ça, c'est le signal utile. Donc, on voit bien que le bruit dépend du contexte. Ce qui est important pour nous dans le traitement de signal, c'est pouvoir quantifier l'effet de ce bruit. À cet effet, on définit ce qu'on appelle le rapport de puissance signal sur bruit. Donc, c'est un rapport, la puissance du signal sur la puissance du bruit. Et on peut l'exprimer, donc on peut l'exprimer ici en dB, c'est 10 log de ce rapport de puissance. Donc on va donner un exemple pour montrer vraiment son rôle dans la quantification du bruit. Donc on va avoir deux signaux ici. Donc le premier qui est à gauche, donc là, donc il y a le signal en rouge qui est le signal utile. Donc si on voit bien, il y a une amplitude à peu près d'1 volt. Et il y a le bruit qui va l'attaquer, par exemple. Le signal bleu. Lui aussi, il a une amplitude à peu près de 1 volt. Donc si on calcule le rapport signal sur bruit, on obtient à peu près 1. Parce que la puissance, c'est la valeur efficace au carré sur à peu près la puissance. C'est U carré sur R. Donc si on considère une charge de 1 ohm, donc on va travailler uniquement avec les valeurs efficaces. Donc c'est-à-dire le rapport signal sur bruit, c'est la valeur efficace au carré du signal sur la valeur efficace au carré du bruit. Donc on obtient ici un rapport de 1. Donc si on passe au gain, ça veut dire le gain sera nul. Donc le rapport signal sur bruit sera égal à 0 dB. Donc là, le deuxième exemple, c'est le même signal utile qui est en rouge, mais le bruit qui est en vert, il a une amplitude beaucoup plus faible. Donc à peu près 0,02, quelque chose comme ça. Donc si on fait le calcul cette fois, du rapport signal sur bruit, on obtient à peu près 26 dB. Alors on voit bien que plus le rapport signal sur bruit est élevé en dB, plus le bruit a moins d'effet sur le signal utile. Donc c'est ça la conclusion. Donc maintenant, le traitement de signal, donc, qui est l'objet de cette série de vidéos. Donc c'est une discipline avec l'automatique qui représente une couche, elle représente les maths appliquées, ça veut dire une couche charnière entre les mathématiques, donc tout ce qui est mathématiques, et les technologies. Donc il va s'appuyer sur des bases solides en mathématiques, comme on va voir, mais il est totalement indépendant du domaine technologique visé, électronique ou numérique comme les microcontrôleurs ou les DSP ou les FPGA. Donc les principales fonctions du traitement de signal qu'on peut utiliser sont par exemple l'analyse et l'interprétation des signaux. Donc on cherche par exemple à isoler les composantes essentielles d'un signal de forme complexe afin de mieux comprendre la nature et l'origine de ce signal. Par exemple, l'identification d'une pathologie, rien qu'en analysant le CG d'un patient, ou la reconnaissance vocale, pour par exemple déverrouiller des serrures. La deuxième principale fonction en traitement de signal, c'est la transformation et l'adaptation d'un signal. Donc, comme le filtrage des signaux, ici, qui consiste à éliminer d'un signal certaines composantes qui sont indésirables. Ou par exemple, le cas du codage et la compression audio, qui permet de générer des fichiers MP3, qui sont moins gourmands en mémoire que des fichiers d'origine Wave. C'est pour ça que quand on achète un CD ou un DVD d'un groupe musical d'origine, avec des formats Wave, on retrouve 16 ou 18 morceaux dans ce CD. Mais si je prends le même CD avec les mêmes capacités et je stocke dedans des fichiers MP3, je peux stocker jusqu'à 200 fichiers. Donc c'est la compression audio. Alors la troisième catégorie de fonctions de traitement de signal, c'est la création et l'élaboration de signaux. Donc ici c'est la synthèse qu'on peut faire qui consiste à créer un signal de forme appropriée
Donc en procédant par exemple à une combinaison de signaux élémentaires, comme ce qui se fait dans la musique électronique, on peut faire de la musique et composer rien qu'en étant chez soi, en faisant de la synthèse. Ou par exemple la modulation ici, donc qui va être utilisée dans la transmission de signal, et qui permet d'adapter un signal d'origine ici, donc de l'adapter aux caractéristiques fréquentielles d'une voie de transmission. Alors, il est à noter qu'on peut mettre en application les notions théoriques de ce cours à l'aide de différents logiciels. Ainsi, donc on peut faire du traitement de signal sur des sons à l'aide du logiciel Audacity ou Audacity que j'ai utilisé au début pour enregistrer ma voix. On peut faire de la compression audio et autres fonctions concernant le traitement de signal sur des sons, ou encore le traitement de signal à l'aide de langage dédié en utilisant MATLAB. On peut aussi faire du traitement de signal sur des mesures physiques, capteurs et commandes actionneurs. Pour cela, on peut utiliser le logiciel d'instrumentation LabVIEW, qui permet entre autres de connecter des modules à microcontrôleurs comme le module Arduino pour faire l'acquisition et la commande. Donc maintenant, on va parler un peu des chaînes de traitement de l'information qu'on peut classer, qui peuvent être classées en deux types: les chaînes de mesure et les systèmes de transmission. Donc une chaîne de mesure est nécessaire pour l'acquisition des signaux physiques provenant d'un capteur ou de plusieurs capteurs et l'acquisition de ces signaux et bien sûr leur traitement pour avoir une information utile, généralement numérique, qu'on peut traiter. Donc le traitement de signal se résume dans ce cas à 4 principales fonctions, à savoir l'amplification. Donc on aura besoin de faire l'amplification parfois de notre signal utile. Il y a la mise en forme de notre signal, le filtrage du signal et aussi la numérisation avec des convertisseurs de données, conversion analogique numérique et numérique analogique. Alors pour les systèmes de transmission, donc ça c'est une chaîne de traitement qui est un petit peu différente. Ils permettent d'adapter un signal à transmettre, que ce soit audio ou vidéo, aux caractéristiques fréquentielles d'une voie de transmission. Dans ce cas, le traitement du signal peut se résumer aux 3 principales opérations suivantes, à savoir le codage des données, c'est-à-dire prendre une donnée numérique et la convertir en un signal électrique, ou le décodage, l'inverse, prendre un signal analogique reçu et le convertir en signal numérique. Ça c'est le codage. Donc parce que initialement, donc on a par exemple, pour expliquer rapidement le codage, on a un mot binaire, une suite de mots binaires 0, 1, 0, 0, 0. Donc avant de transmettre cette suite de binaires, on doit convertir ça en un signal électrique. C'est-à-dire, je fais un codage simple, le 0 je le remplace par une tension moins V, et le 1 je le remplace par une tension plus V. Donc avec ça, on retrouve un signal que je peux après traiter. Donc on peut aussi faire de la modulation avant de transmettre des signaux et de la démodulation à la réception de ces signaux. Alors toutes ces notions-là seront vues en détail dans le chaîne de traitement numérique du signal et surtout les chaînes de transmission. Alors maintenant, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet en parlant des deux types de représentation d'un signal, à savoir la représentation temporelle et la représentation fréquentielle. Par exemple, dans notre cas, si on prend un signal périodique sinusoïdal, donc S de t à cosinus de pi f0 t plus phi, ce dernier, comme on sait, est caractérisé par son amplitude A en volts, sa fréquence f0, qui dit fréquence f0 dit aussi période t0, 1 sur f0 en seconde, et pulsation oméga de pi f0 en radians par seconde. Il est aussi caractérisé par sa phase, phi, en degrés ou en radians. Mais aussi, et
et ça c'est une chose qui est importante, sur laquelle je vais donner, on va mettre l'accent, il est aussi caractérisé par sa valeur efficace. Donc, mathématiquement, elle correspond à S efficace au carré, c'est 1 sur T, l'intégrale sur une période du carré du signe S de T. Pour le signal alternatif sinusoïdal, donc on retrouve A sur racine de 2. C'est la valeur efficace, c'est la valeur maximale en plus sur racine de 2. Alors physiquement, cette valeur efficace correspond à la tension continue constante équivalente qui produirait le même effet Joule, à travers une résistance. Par exemple, si on considère la tension alternative du réseau qui évolue entre plus ou moins 325 volts, en général, on la définit par la tension secteur de 120 ou de 130 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de puissance, c'est-à-dire l'énergie transférée par unité de temps de ce signal, cette tension secteur, elle est équivalente à une tension constante égale à 230 volts. Et cette tension constante, c'est la valeur efficace du signal. Donc c'est comme si notre signal d'origine qui est alternatif sinusoïdal, il est équivalent à une tension constante dont la valeur est la valeur efficace de ce signal. Et les deux signaux produisent le même effet Joule, c'est-à-dire la même puissance, à travers une résistance. Donc, d'ailleurs, dans les appareils de mesure, quand on branche une tension alternative sinusoïdale sur un multimètre, la valeur que donne le multimètre, c'est la valeur efficace, et donc pas la valeur d'amplitude ou la valeur maximale. Donc, ça c'est la représentation temporelle. Donc, on retrouve l'amplitude, on retrouve le temps, mais aussi on retrouve le déphasage. Ici, on a un déphasage nul, donc notre signal. Donc en général, si le signal se décale vers la droite, on dit que le signal il est en retard, c'est-à-dire phi sera négatif. Et si le signal se décale vers la gauche, donc il démarre comme ça, donc on dit que le signal il est en avance. Donc maintenant, il y a une deuxième représentation de ce signal, c'est dans le domaine fréquentiel, ça veut dire l'axe des abscisses, c'est la fréquence. Alors, on retrouve un graphique qu'on appelle en général le spectre. Ça, c'est le spectre en amplitude. Ça veut dire un signal sinusoïdal alternatif est représenté par une raie. L'abscisse, c'est la fréquence du signal, et l'amplitude de la raie correspond à l'amplitude du signal. Donc on va voir qu'il existe aussi un spectre en face. Là, c'est le spectre en amplitude. Donc, un signal alternatif, c'est là, ce sera la base de notre traitement de signal, la base des séries de Fourier. Un signal alternatif, sinusoïdal, est représenté par une raie au cosinusoïdal. Donc, la différence, c'est la phase phi. Donc, il est représenté par une raie à la fréquence. Donc, le point de l'abscisse, c'est la fréquence du signal, et l'amplitude de la raie, c'est l'amplitude du signal. Alors, maintenant, pour savoir l'utilité de ce spectre, ou l'utilité de cette représentation fréquentielle, on va considérer, par exemple, un signal formé à l'origine de trois sinusoïdes, de trois cos, de fréquences et d'amplitudes différentes. Donc ici, le premier signal, il a une amplitude A0 de 2, une fréquence nulle et un déphasage nul. Le deuxième signal, une amplitude A1 de 5, une fréquence de 1 kHz et un déphasage de moins pi sur 3. Et le troisième signal, une amplitude de 10, une fréquence de 2,5 kHz et un déphasage de pi sur 2. Donc temporellement, si on fait la somme de ce signal, on trouve ce chronogramme. Donc il donne ce chronogramme. Alors supposons qu'on ne connaît pas au départ la constitution de ce signal. Donc, ce signal, je ne connais pas au départ qu'il est formé de ces trois composantes. Donc on me donne uniquement le chronogramme. Donc si on se base sur l'observation du signal dans le domaine temporel,
il est souvent insuffisant, sinon impossible, de déduire l'expression mathématique de ce signal. Impossible. Donc, quelle est la solution? Donc, le signal peut alors être représenté par son amplitude et sa phase initiale. Mais cette fois, en fonction de la fréquence. On parle alors de spectre en amplitude et spectre en phase. Cette représentation, donc on voit bien que si on représente ce signal par ces spectres, donc la représentation spectrale donne une idée plus claire des différentes composantes du signal et facilite ainsi tout traitement ou synthèse éventuelle de ce signal. C'est logique. Ainsi, dans notre exemple, le spectre du signal montre clairement du côté de l'amplitude qu'il y a 3 raies. Une à la fréquence 0, la première, ça veut dire c'est un signal qui est continu constant, dans l'amplitude des deux. Deuxième raie, fréquence 1 kHz, amplitude 5. Et troisième raie, fréquence 2,5 kHz et amplitude 10. Et dans les déphasages, voilà, le spectre en phase φ0 c'est 0, φ1 c'est moins pi sur 3 et φ2 c'est pi sur 2. Donc là, le spectre, à partir de ce spectre, on peut retrouver l'équation mathématique qui va définir notre signal. Donc c'est une représentation qui est plus parlante et plus utile pour synthétiser et pour traiter un signal. Donc, ceci dit, on va maintenant aborder le cœur même de ce chapitre sur l'analyse des signaux périodiques en expliquant la décomposition en série de Fourier. Donc, c'est qui Fourier? Donc, c'est Joseph Fourier. Donc, il a vécu entre 1768 et 1830. Il est français, c'est un mathématicien. Alors, ça date. Alors, son théorème stipule que, sous certaines conditions, bien sûr, mathématiques de dérivation et de continuité, qu'est-ce qu'il stipule? Que tout signal périodique, quelle que soit sa nature, et quelle que soit sa période, peut être décomposé en une somme de signaux, une somme infinie de signaux ou de fonctions sinusoïdales, dont la fréquence est à chaque fois un multiple de la fondamentale f0, c'est-à-dire la fréquence d'origine du signal. Une somme infinie de cos. Alors, cette décomposition en série de Fourier peut prendre, donc ce théorème-là, il peut prendre deux formes. Une forme trigonométrique réelle et une forme complexe. Alors, pour la première, donc la définition de la première forme trigonométrique réelle est la suivante. Si on considère un signe x de t, de période t0, et donc de fréquence f0, son développement en série de Fourier a pour expression x de t égale à A0, donc A0 représente donc voilà, donc égale à A0, la valeur moyenne, on donne la valeur moyenne du signe x de t, plus une somme infinie de fonctions cosinus et sinus qui ont des coefficients de pondération respectifs à n et bn. Alors ces coefficients respectifs s'appellent les coefficients de Fourier. La valeur moyenne A0 peut être déterminée par l'expression suivante, donc c'est 1 sur la période t0, l'intégrale sur une période du signe x de t, ou par la formule la surface du signal sur une période divisée par t0. Donc la formule de la surface est utilisée quand le signal est facile, à une forme facile comme les signaux carrés ou triangulaires. Donc c'est facile de calculer la surface sur une période. Mais pour les signaux qui sont un petit peu complexes, on va utiliser l'intégrale. Alors pour les coefficients de Fourier, donc voilà leur expression. Donc AN est égal à 2 sur T0, l'intégrale sur une période, ça peut être de 0 à T0, comme ça peut être de moins T0 sur 2 à T0 sur 2, du signe x de t multiplié par cosinus n oméga 0 t dt. Pour Bn, c'est 2 sur T0, l'intégrale sur une période là aussi, soit de 0 à T0, soit de moins T0 sur 2 à T0 sur 2, du signe x de t multiplié par sinus n oméga 0 t. Alors, il y a une deuxième écriture plus simplifiée qu'on appelle l'écriture en cosinus.
qui remplace la double somme infinie. Donc cette double somme infinie, donc elle est remplacée par une seule somme infinie de cos, dont le coefficient an et la phase phi n peuvent être déduites à partir des coefficients de Fourier. Donc, on retrouve l'expression suivante. X de t, c'est toujours égal à la valeur moyenne à 0, mais cette fois plus une somme infinie de cos, avec un coefficient an qui est égal à la racine de la somme des carrés des coefficients de Fourier, et un déphasage phi n qui est égal à l'arc tangente du coefficient de Fourier Pn sur an. Alors, en résumé, dans la forme trigonométrique réelle, on distingue A0 qui représente la valeur moyenne ou composante continue de notre signal. A0, je m'excuse. Donc, F0, elle représente la fréquence fondamentale ou du fondamental. AN et Bn sont les coefficients de Fourier. Ils sont indépendants du temps. Et si on prend le terme UN, c'est-à-dire on prend un terme de cette somme infinie, AN cosinus n oméga 0t plus Bn sinus n oméga 0t, ou la même chose, le terme équivalent de l'écriture cos, c'est-à-dire AN cosinus n oméga 0t moins phi 0 ou plus phi 0. Donc ce terme-là, on l'appelle l'harmonique de rang n. C'est-à-dire si on a n égale à 2, c'est l'harmonique de rang 2. Si on a n égale à 3, c'est l'harmonique du rang 3. Alors si on veut illustrer cette décomposition dans nos domaines temporels, donc on peut dire qu'un signal x de t, donc périodique de forme quelconque, de fréquence f0, donc on peut le décomposer en une somme de signaux. Donc le premier terme représente la valeur moyenne du signal d'origine, plus un deuxième terme qui représente le fondamental, c'est-à-dire c'est un signal cosinus de fréquence f0, on appelle ça le premier terme, le fondamental, plus un autre terme qui représente un signal cosinus de fréquence de f0 qu'on appellera à ce moment-là l'harmonique 2, plus un autre terme, l'harmonique 3, et ainsi de suite. Donc les différentes harmoniques sont des signaux cos de fréquence, dont la fréquence est un multiple du fondamental, c'est-à-dire 2, f0, 3, f0, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'illustration temporelle de ce que dit M. Fourier. Alors, bien sûr, on va citer deux principales propriétés des séries de Fourier, et qui sont très importantes et qui peuvent faciliter la décomposition. Donc, première propriété, la décomposition en série de Fourier d'une fonction paire, c'est-à-dire x de t égale à x de moins t, doit être une fonction de paire. Alors, pour que ça soit une fonction paire, il faut que les coefficients Bn soient tous nuls. Donc, la propriété, c'est la suivante. Si le signe x de t qu'on désire décomposer en série de Fourier est paire, automatiquement les coefficients Bn sont nuls. Donc à ce moment-là, il suffit de calculer la valeur moyenne à 0 et les coefficients à 1. Maintenant, la décomposition en série de Fourier d'un signal f de x impair, c'est-à-dire x de t égale à moins x de moins t, donc doit être impair. À ce moment-là, ce sont les coefficients à n qui seront nuls, et il suffit de calculer les coefficients Bn. Donc ça, ce sont des propriétés qui vont faciliter les calculs et la décomposition en série de Fourier. Maintenant, quelle est l'utilité de la deuxième écriture? La deuxième écriture simplifiée qu'on a dit en cosinus, c'est-à-dire série de Fourier en cosinus. Alors, cette série en cosinus correspond à la description des signaux en régime sinusoïdal permanent, où on va représenter un signal courant ou tension par leur amplitude et leur phase. À cette décomposition, donc voilà, si on fait la décomposition, on obtient la valeur moyenne, plus premier terme, on a dit fondamental, le deuxième terme, harmonique
de rang 2, harmonique de rang 3, et ainsi de suite. Alors, à cette décomposition, on associe une représentation graphique qui contiendra toutes les informations d'amplitude et de phase, ainsi que de fréquence. Il s'agit du spectre unilatéral en amplitude et de spectre unilatéral en phase. Spectre unilatéral en amplitude et spectre unilatéral en phase. Le spectre unilatéral, qu'il soit en amplitude ou en phase, il est gradué sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des fréquences, il est gradué en multiples de la fréquence fondamentale F0. Donc c'est-à-dire entre F0, 2, F0, 3, F0, et ainsi de suite. La construction de ce spectre se fait comme suit. Donc on prend la valeur moyenne et elle est représentée dans le spectre en amplitude à la fréquence 0 par une raie. La hauteur de la raie correspondra à la valeur A0. Alors bien sûr, dans le spectre de phase, donc ici, le déphasage à la fréquence f égale à 0, il est toujours nul. Parce que c'est la composante continue, ça veut dire que c'est un signal dont la fréquence est nulle. Alors maintenant, pour le terme de la fondamentale, donc on va le représenter par une raie d'amplitude A1 à la fréquence F0 dans le spectre en amplitude, et une raie d'amplitude alpha 1 de déphasage et à la fréquence F0 dans l'amplitude, dans le spectre en phase. La même chose pour la fondamentale de rang 2, elle sera représentée par une raie d'amplitude A2 à la fréquence de F0 et une raie d'amplitude alpha 2 à la fréquence de F0 dans le spectre en phase. Et ainsi de suite. Donc l'harmonique de rang 3, la même chose. Une raie spectre en amplitude et une autre spectre en phase, les deux à la fréquence 3F0. Et on continue à construire notre spectre unitaire en amplitude et en phase. Donc voilà pour la construction de ce spectre. Donc on va faire un exemple maintenant. Donc on va essayer un exemple de calcul pour illustrer tout ça. Donc on considère l'exemple du signal carré, de la figure ci-dessus, et on va démontrer que sa décomposition en série de Fourier est la suivante, sachant qu'on va voir que c'est un signal impair, donc sa décomposition est la suivante. Alors voilà notre signal, donc c'est un signal carré alternatif. Donc si on veut le décomposer en série de Fourier, on doit rechercher dans l'expression la valeur moyenne, puis les coefficients de Fourier AN et Pn, on doit déterminer leur valeur en fonction des formules qu'on a données dans le cours. Donc ça veut dire la valeur moyenne c'est 1 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 de x de t, ou la surface sur la période, et les coefficients AN et Bn. Bien sûr, la première étape, c'est d'abord essayons de chercher est-ce que le signal est pair ou impair pour simplifier ces calculs. Donc d'après ce qu'on voit, donc si on prend à l'instant t et l'instant moins t, on voit bien que x de moins t elle est égale à moins x de t. À l'instant moins t, donc c'est pas x, donc ici dans notre cas c'est s. Donc s de moins t est égal à moins s de t. S de moins t c'est moins a, et s de t c'est a, donc c'est l'inverse, donc ça veut dire que le signal est impair. Donc sa décomposition sur le Fourier, elle aussi doit être impaire. Donc ça impliquera pour ça que
les coefficients à n sont nuls. D'accord? Et plus spécialement, donc on démontre que A0, lui aussi la valeur moyenne est nulle. Si on utilise par exemple la formule de la surface sur une période, donc si on prend une période par exemple ici, donc on voit bien que on travaille sur cette période. Donc là c'est la surface S1, et là c'est la surface S2. Donc la valeur moyenne logiquement c'est la surface sur une période, c'est-à-dire S1 plus S2 sur la période T0. Et là c'est nul, parce que les deux surfaces c'est nul. Donc il nous reste à calculer les termes en Bn. Donc pour les calculs, pour les termes en Bn, on aura 2 sur T0 l'intégrale sur une période de x de t sinus de n oméga 0 t dt. Donc cette formule. Maintenant l'intégrale, on a le choix, soit intégrer de 0 à T0, soit intégrer de moins T0 sur 2 à T0 sur 2. Alors pour question de pratique, donc pour faciliter mes calculs, j'ai choisi ici d'intégrer d'ici, de cet instant-là, de cet instant, c'est-à-dire moins T0 sur 2, jusqu'à T0 sur 2. Donc on aura AN, là je m'excuse, BN, c'est 2 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 à T0 sur 2 de S de T sinus n oméga 0 t dt. Et cette intégrale, on va la décomposer en deux. Pourquoi? Parce que le signe S de t n'est pas constant dans l'intervalle moins T0 sur 2 T0 sur 2. Donc on voit bien que entre T0 sur 2 et 0, S de t c'est moins 1. Et entre 0 à T0 sur 2, S de t c'est plus A. Donc on va diviser cette intégrale, donc on va dire que c'est 2 sur T0. L'intégrale, la première, c'est de moins T0 sur 2 à 0. Et là, je remplace S de t par moins A. Moins A, sinus n oméga 0 t dt. Puis je vais intégrer de 0 à T0 sur 2. Et dans cet intervalle, je vais remplacer S de t par plus A. A, sinus n oméga 0 t dt. Alors c'est une intégrale facile, pourquoi? Parce que c'est une intégrale de cos AX. Donc on sait que l'intégrale de cos AX dx, ici c'est l'intégrale de sinus. Donc l'intégrale de sinus AX dx c'est moins 1 sur A cosinus AX. Par analogie, notre petit a ici, c'est n oméga 0. Donc là, c'est petit a. Et la variable, c'est le temps. Donc on aura Bn, je m'excuse, Bn, soit égal à 2 sur T0. De A sur T0, je vais essayer de factoriser par A. Alors ici, il est ce signe moins. Donc avec le moins de moins 1 sur cosinus, on aura plus. Donc on aura 1 sur petit a. Le petit a, c'est n oméga 0. Fois cosinus n oméga 0 t. Bien sûr, entre 0 et moins t0 sur 2. Et pour le deuxième intégral, on aura moins 1 sur n oméga 0 t cosinus n oméga 0 t entre, cette fois, t0 sur 2 et 0. Alors je factorise par 1 sur n oméga 0, on aura Bn égale 2 sur A. Donc on aura T0 n oméga 0. Oméga 0 c'est 2pi F0. D'accord. Alors,
Après, je remplace le t par 0, puis par moins t0 sur 2. Dans la première fois, dans le premier terme, on aura cosinus de 0, c'est 1, moins cosinus n, oméga 0, c'est 2 pi f0, fois t c'est moins t0 sur 2. Ici, je vais mettre t0 sur 2, pour la simple raison que cos x égale à cos moins x. Donc, je vais simplifier avec le moins. Moins, là aussi, je vais cos n de pi f0. Je remplace t par t0 sur 2. Moins cosinus 0, c'est 1. Donc là, comment on va commencer les simplifications. Le 2 avec le 2, ça se simplifie. T0 avec F0, ça se simplifie. Pourquoi? Parce que F0, c'est 1 sur T0. La même chose ici, à l'intérieur du cos, le 2 avec le 2, le F0 avec T0. Donc, tout ça, ce sont des simplifications. Donc, on aura Bn égale A sur Npi fois. Donc, on aura 1 moins 1 ici, c'est 2. Moins 2 cosinus Npi. On factorise par le 2, on aura 2a sur Npi fois 1 moins cosinus Npi. Alors là, il y a une autre simplification qu'on va faire après, c'est le cos Npi. Donc on sait que si le n est pair, alors cos Npi sera égal à 1, et automatiquement les Bn seront nuls. Donc les coefficients Bn n'existeront pas pour n pair. Par contre, pour n impair, cosinus Npi, c'est moins 1, et on aura Bn égale à, donc on va remplacer cos par moins 1 avec le moins c'est plus, on aura c'est 4a sur Npi. Donc voilà les coefficients, ça veut dire on aura le coefficient B1 va exister, sera 4a sur pi, le coefficient B2 sera égal à 0, B3 pour l'harmonique 3, le coefficient de l'harmonique 3 sera 4a sur 3pi, B4 sera nul, et ainsi de suite. B5 sera égal à 4a sur 5pi. Voilà. Donc, comme on vient de le démontrer, donc la décomposition d'un signal carré alternatif, donc c'est un signal impair, donc les termes an sont nuls, la valeur moyenne elle est nulle. Donc on a déterminé les termes Bn, les coefficients Bn. On a trouvé à la fin c'est 2a fois Np, 1 moins à la puissance n, ce qui montre que ce terme-là sera nul pour les n pairs, et sera égal à 4a sur Np pour les termes impairs. Donc ça donnera cette décomposition, c'est-à-dire sigma de la somme infinie de p égale à 0. C'est que l'infini de 4a sur dp plus 1, donc ici pour mettre l'accent sur le fait que les coefficients seront tous impairs, ce qui donnera une première raie ici, donc à la fondamentale f0, avec une amplitude de 4a sur pi et un déphasage de pi sur 2. Il n'y a pas de raie f0, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur moyenne, de composante continue. Il n'y a pas de raie à la fréquence de f0, la même chose pour 4f0, 6f0, ainsi de suite. Les seules raies existeront pour les harmoniques impaires, ça veut dire pour 3f0 ici, c'est 4a sur 3pi, pour 5f0, ainsi de suite. Et pour chacune des harmoniques, il y aura un déphasage de pi sur 2. Parce qu'on va trouver des sinus. Et le sinus, c'est cosinus a plus pi sur 2 ou moins pi sur 2. Donc maintenant, on va essayer de mettre en évidence cette décomposition cette fois avec d'autres exemples, mais en utilisant cette fois une petite application LabVIEW. Donc dans cette application, donc on va commencer par exemple par ici représenter, donc on a un sinusoïdal, donc son amplitude est à peu près de 2 volts. On va faire une fréquence à peu près de 100. De 100 Hz. Donc on voit bien que dans sa décomposition en Fourier, donc il y a une raie qui va apparaître ici,
à la fréquence de son, F0 égale à 200, une seule raie. Et l'amplitude, c'est la valeur efficace de notre signal, c'est pas l'amplitude. Donc l'amplitude de la raie, c'est pas la valeur maximale ou l'amplitude du signal temporel. Donc c'est la valeur efficace, donc c'est 1,4 volts. Donc si on change de fréquence, donc on voit bien que voilà, la raie va se déplacer sur l'axe des fréquences. Donc ici par exemple 500 Hz à peu près. Donc on aura une raie aux environs de 500 Hz. Donc ça c'est le sinus. Après on va voir le signal carré, celui qu'on a vu. D'accord, donc on voit que le signal carré. Donc on va faire une fréquence de 200 Hz par exemple. Et là on voit que ça ce sont des qui sont nuls, des harmoniques qui sont plus ou moins nuls. Donc on voit bien que les raies existent uniquement la fréquence F0, la fréquence 3 F0, c'est-à-dire 600, la fréquence 5 F0, la fréquence 7 F0, et ainsi de suite. Donc l'amplitude c'est 4A sur, ici c'est 4A sur pi, avec A ici égal à 2 volts, il suffit de vérifier les calculs, et ainsi de suite. Donc on peut faire la même chose ici pour un signal par exemple triangulaire. Donc on voit bien que le signal, les différentes raies du signal triangulaire, bien sûr, la fondamentale de son et les autres raies. Et on voit bien que le signal triangulaire il est moins riche, ça veut dire plus la fréquence augmente, plus les raies deviennent plus ou moins nulles. Donc par contre le signal carré il est plus riche spectralement. Maintenant on a vu que notre signal carré peut être alternatif, peut être représenté par la somme des termes harmoniques suivants, ça veut dire les harmoniques impaires, F0, 3F0, 5F0, ainsi de suite, avec un coefficient de 4A sur NP. Maintenant, si on désire reconstruire correctement le signal d'origine, c'est-à-dire le signal carré d'origine, à partir de la décomposition en série de Fourier, on pourra le faire, mais avec une approximation d'ordre n, car on est limité par le nombre d'harmoniques. Donc on voit bien dans cet exemple-là que avec l'harmonique 1, on retrouve uniquement le signal un signal sinusoïdal. Si on ajoute l'harmonique 1, 3 et 5, on obtient un signe avec un plateau qui apparaît ici, qui s'approche du signal carré, mais on sera toujours limité, même si on augmente le nombre d'harmoniques, on n'arrivera jamais à... On aura toujours une approximation. On n'arrivera jamais à reconstituer le signal carré d'origine. Alors, pour illustrer ce point, donc on va utiliser un petit script MATLAB permettant de reconstituer le signal carré avec différents ordres d'harmoniques. Donc voilà, dans ce petit script MATLAB, donc au départ on va tracer le signal carré avec une couleur bleue, fréquence F0, et après on va commencer par créer les harmoniques de 1 jusqu'à 10. Bien sûr ici ce sont des harmoniques, je m'excuse, c'est pas 1 jusqu'à 10, mais l'harmonique 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 et 19. Parce qu'on a uniquement des harmoniques qui sont impaires. On va les ajouter d'une à l'autre. Et on va tracer la première harmonique qui sera la fondamentale, puis la somme des harmoniques jusqu'à l'harmonique 6, et la troisième figure, la somme des harmoniques jusqu'à l'harmonique 10. Donc on aura trois figures. Donc voilà. Donc voilà, donc le bleu c'est le signal d'origine. Donc si on considère uniquement l'harmonique de rang 1, c'est-à-dire fondamentale, on obtient le signal en cos, donc de base. Maintenant, en considérant plus d'harmoniques, par exemple ici, donc c'était jusqu'à l'harmonique 6, c'est-à-dire 6, je pense, 6 c'est l'harmonique 9, donc l'harmonique jusqu'à l'harmonique 11. Donc l'harmonique 11, donc on retrouve, donc je vais réafficher les figures.
là c'est la figure 1 avec l'harmonique 0, puis donc l'harmonique 11. Donc là on voit bien que le plateau il apparaît. Donc soi-disant le plateau qui caractérise le signal carré. Et même si on augmente les harmoniques, donc ici l'harmonique 19, donc on ne pourra jamais constituer le signal d'origine. Et au niveau de la discontinuité du signal carré, donc les oscillations apparaissent, on appelle ces oscillations le phénomène de Gibbs. Donc voilà pour le principe de la reconstitution. Maintenant on va s'intéresser à la deuxième forme de la décomposition en série de Fourier. C'est la forme exponentielle complexe. Donc à partir de la relation d'Euler qui définit les fonctions cosinus alpha égale à exponentielle, une forme exponentielle, c'est-à-dire exponentielle j alpha plus exponentielle moins j alpha sur 2, et le sinus alpha par exponentielle j alpha moins exponentielle moins j alpha sur 2, et on effectue un petit changement de variable, c'est-à-dire cn égale à 1 moins j bn sur 2. Donc on montre que le signe x de t peut être décomposé en une somme infinie d'exponentielles, avec des fréquences négatives et positives cette fois. Donc, avec un coefficient complexe, Cn, qui peut être calculé par la formule suivante. C'est-à-dire Cn égale 1 sur T0, lui aussi sera indépendant du temps, comme les coefficients An et Bn. Donc 1 sur T0, l'intégrale de 0 à T0, x de t exponentielle, moins 2pi jn f0t. Donc c'est une somme, ça devient une somme infinie d'exponentielles. Donc dans cette décomposition complexe, on retrouve le terme C0 qui correspond à la valeur moyenne, puis on retrouve le terme C-1 exponentielle moins J2 pi F0t plus C1 exponentielle J2 pi F0t, ça veut dire le terme correspondant au coefficient n égale à 1 et n égale à moins 1. Alors tout le terme, ça correspond à une fondamentale. Donc la fondamentale. Si on fait un changement avec Euler, ça correspond à un cosinus. 2 fois cosinus. Donc là, c'est fondamental. Alors, l'harmonique 2, ça correspondra aux deux termes suivants, c'est-à-dire C-2, exponentielle moins J2 pi fois 2 F0t plus C2. C'est-à-dire l'harmonique 2 correspondra au coefficient n égale à 2 et n égale à moins 2. Et ainsi de suite. Donc à cette décomposition-là, complexe, on associe une représentation graphique, à savoir cette fois le spectre bilatéral. Alors le spectre bilatéral d'amplitude et le spectre bilatéral de phase. Donc pour la forme réelle, c'était le spectre unilatéral. Alors la différence, c'est qu'ici, dans le spectre bilatéral, donc l'axe des abscisses, il est gradué en multiples de fréquences fondamentales positives et négatives. C'est-à-dire on retrouvera F0, 2F0, 3F0. Et moins F0, moins 2F0, moins 3F0. Donc la construction de ce spectre se fera de la façon suivante. Donc la valeur moyenne C0, elle sera représentée par une raie à la fréquence 0. Donc juste C0. Bien sûr, du point de vue phase, la phase est égale à 0 parce que c'est la composante continue. Maintenant, le terme de la fondamentale, il est représenté par deux raies. L'une à la fréquence F0, l'autre à la fréquence moins F0. Ils auront la même amplitude, parce que les coefficients C1 et C-1, ils sont égaux en valeur absolue. Le deuxième terme, l'harmonique 2, là aussi sera représenté par deux raies, l'une à la fréquence de F0, l'autre à la fréquence moins de F0, et les deux raies auront les mêmes amplitudes en valeur absolue C2 et C-2. Et ainsi de suite pour l'harmonique 3, 4 et 5. Donc, là aussi, on peut démontrer un exemple. Donc celui du signal carré qu'on a utilisé pour la forme réelle, en procédant de la même façon, ça veut dire en essayant de calculer l'intégrale de Cn, on démontre là aussi que le spectre existera uniquement pour les termes qui sont impairs. Avec cette fois, au lieu de 4a sur np, on aura 2a sur np, avec un même déphasage de pi sur 2. Donc, on aura là aussi uniquement les harmoniques qui sont impairs, F0, 3F0, mais là on retrouvera deux raies.
l'une à f0 et l'autre à moins f0 pour fondamental. L'amplitude des deux raies, c'est 2a sur pi. De f0, on ne retrouve rien. La même chose pour moins de f0, on retrouve une 2 raies au niveau de 3f0 et moins 3f0, donc plus 2a sur 3pi. Alors si on fait une analogie avec le spectre réel, l'harmonique fondamentale, c'était une raie à la fréquence f0, mais d'amplitude 4a sur pi. Donc si on fait une analogie, c'est comme si, pour passer du réel au complexe, on prend une raie du spectre réel et on la divise par 2. Par exemple, on a pris le 4a sur pi de la fondamentale et on a divisé par 2. On a mis une raie au niveau de f0 et l'autre au niveau de moins f0 parce que du point de vue puissance, les deux spectres doivent avoir la même puissance. Donc, pour respecter cette obligation, donc c'est une analogie qu'on peut faire rapidement visuellement. Donc maintenant on va attaquer le domaine énergétique, et dans ce domaine-là, on va parler de l'identité de Perceval, qui va affirmer que la puissance normalisée d'un signal. Alors qu'est-ce que c'est la puissance normalisée? C'est la puissance active à fournir une charge résistive de valeur 1 ohm. Donc on sait que la puissance active c'est U au carré efficace sur R. Donc si la résistance elle est normalisée de 1 ohm, ça deviendra U efficace au carré. Donc cette puissance active, elle peut aussi bien se calculer dans le domaine temporel que dans le domaine fréquentiel. C'est ça l'idée de Perceval. Donc dans le domaine temporel, ça correspondra à la valeur efficace au carré, c'est-à-dire 1 sur t0, l'intégrale sur une période de la valeur absolue de x de t au carré. Donc il va se calculer à partir de la valeur efficace au carré du signal comme on a dit. Mais dans le domaine fréquentiel, là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc il va se calculer à partir des amplitudes des coefficients, soit les coefficients de la composition complexe, c'est-à-dire les Cn au carré, c'est-à-dire la somme des carrés des coefficients complexes, ou à partir des coefficients de la forme réelle trigonométrique en cosinus, c'est-à-dire un terme au carré, la valeur moyenne au carré, plus la somme des coefficients des harmoniques au carré. Alors on peut vérifier cette petite affirmation avec un petit exemple. Donc on prend un signal en cosinus. Donc si je calcule sa puissance normalisée dans le domaine temporel, donc c'est 1 sur t0, l'intégrale de 0 à t0 s de t au carré dt, on retrouvera 2. Donc c'est 2 watts. Alors si on prend la décomposition en série de Fourier, on retrouve deux raies complexes ici. Deux raies, l'une à f0, ça veut dire 10 Hz, l'autre à moins f0. Les deux raies auront une amplitude de 1. Donc si on fait la somme, on travaille avec cette forme complexe, la somme des coefficients Cn au carré, on aura uniquement les deux coefficients C1 et C-1, on fait la somme, on trouve 2 watts. Donc ça veut dire le calcul est identique. Mais il y a un autre avantage, ou une autre remarque qu'on peut faire avec cette identité. C'est que, avec cette définition, on note de façon statistique que plus de 95% de la puissance, là c'est le pourcentage de la puissance totale, plus de 95% est porté par les 5 premières harmoniques du signal. Donc là ce sont les nombres de fréquences, les 5 premières harmoniques c'est de 0 jusqu'à 5. Donc si on fait, on remarque c'est plus de 95% d'énergie. Et là c'est une remarque très utile quand on voudra transmettre un signal, parce qu'on va voir dans les modes de transmission, Fourier nous dit que le spectre il est infini. Et nous on ne peut pas transmettre un spectre infini pour certaines limites qu'on va voir après. Donc c'est pour ça qu'on sera obligé de tronquer le spectre d'un signal. Et on va justifier ça avec le fait que 95% de la puissance totale se retrouve uniquement dans les 5 premières, ou les 5 premières harmoniques. Donc, si on s'intéresse à la définition de la puissance dans le domaine fréquentiel uniquement, à l'aide de la décomposition de Fourier en cosinus. Donc on voit bien que cette puissance se divise en deux composantes. Donc la première composante c'est A0 au carré,
c'est la composante continue, c'est-à-dire le carré de la valeur moyenne. Donc on appelle ça la PDC, direct courant, la puissance en régime continu. La deuxième composante, c'est la somme des coefficients du carré des valeurs efficaces correspondant à je m'excuse, c'est la somme au carré des coefficients différents harmoniques. On appelle ça la composante alternative, PAC. On peut ainsi dire que la valeur efficace au carré du signal d'origine sera égale à la somme du carré de la valeur moyenne du signal plus le carré de la valeur efficace correspondant à la composante alternative du signal, AC. Alors c'est quoi cette composante alternative? C'est la somme des valeurs efficaces des différentes harmoniques. Alors une application concrète de cette formule qui provient de l'identité de Perceval sont les modes des multimètres. Donc si on prend un multimètre, donc on voit bien ici il y a plusieurs modes. Donc ça c'est avec le signal alternatif, ça c'est le mode AC, c'est-à-dire alternative courant. Il y a le mode DC, direct courant, mode continu. Il y a ici alternative courant plus direct courant. Alors, dans le mode DC, c'est-à-dire direct courant, donc on mesure la valeur moyenne du signal. Donc le multimètre va mesurer la composante continue du signal, sa valeur moyenne. Alors quand on met le multimètre en mode AC, alternatif, on va mesurer la valeur efficace de sa composante alternative. C'est-à-dire la somme des carrés des valeurs efficaces des différentes harmoniques, y compris le fondamental. Et quand on le met en mode AC plus DC, donc on va mesurer la somme continue plus la composante alternative. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc la vidéo suivante portera sur le traitement des signaux non périodiques via cette fois la transformée de Fourier. Dernière chose, vous trouverez les liens vers le script MATLAB, l'application LabVIEW, dans la description de la vidéo.